Bonjour, bienvenue à Pour tout l'amour du monde. Je suis en compagnie de Louena Sassani et nous faisons une deuxième émission sur son très, très beau roman, La République de l'Abîme, qui est publié aux éditions de l'Interligne à Ottawa. Et c'est son deuxième roman. Il est le premier, La coureuse des vents, que j'avais beaucoup aimé, qui est très poétique. Ici aussi, c'est poétique, mais c'est beaucoup plus linéaire. Tu le dis, bien que c'est une écriture qui se lit en toute révérence. C'est presque, par bout, c'est presque une écriture sacrée, je trouve. Il reste que euh, c'est linéaire et il y avait un sens d'urgence. Le message est important. Oui, c'est une continuité à La coureuse des vents. Oui. La coureuse des vents est située sur un espace fictif et La République de l'Abîme sur un espace réel. Donc, on retrouve, pour résumer pour les gens qui n'ont pas suivi la dernière émission, on retrouve trois jeunes gens, trois hommes, des universitaires qui sont en chômage, je pense. Oui, qui n'ont pas été totalement atteints par l'idéologie au pouvoir. C'est ça. L'islam politique en l'occurrence. Et qui essayent de résister tant bien que mal en se créant des petits espaces d'évasion. Alors, ils rêvent d'un monde meilleur en essayant de reconstituer la mémoire usurpée qui existait avant l'arrivée, avant l'État théocratique. Et donc, de bout en bout, ils se retrouvent, on retrouve une jeunesse désœuvrée, une jeunesse qui n'a plus le droit d'aimer, qui n'a plus le droit de jouer, qui n'a plus le droit de s'amuser. On se retrouve dans un espace où l'islam ancestral disparaît au détriment d'un islam belliqueux, misogyne, phallocrate. On se retrouve dans une situation où il fallait faire des choix. Et donc, Achel, un jour, reçoit un courrier qui le somme de faire chanter publiquement. Un jour de pendaison publique, c'est la journée de la pendaison d'un imam dont on trouvait la foi. On trouvait la foi dévergondée, on trouvait sa foi biaisée, souillée, parce que il n'y a plus lieu d'être pour la multiplicité, par exemple, qui a existé au sein même de l'islam pendant la civilisation arabo-musulmane. C'est un très bel hommage à l'islam, au vrai islam. Mais, parce que là, on voit présent, dans ce livre-là un endoctrinement qui fait aucune place au possible. Il n'y a aucune place à la différence. Vous savez, moi, je me méfie du mot « vrai ». Il n'y a pas de vérité. Non. Le vrai islam, le vrai christianisme, ça n'existe pas. Il y a l'islam, le christianisme, le judaïsme dans l'histoire. L'islam de l'Indonésie n'est pas vécu de la même façon qu'en Algérie, qu'au Maroc, qu'au Canada. Mais de même, le christianisme. Est-ce que l'islam n'a pas un âme qui... L'âme, vous savez, le texte à l'origine coranique et la tradition prophétique était un sujet de toute la diversité incroyable qui a existé des siècles durant dans la civilisation arabo-musulmane. Si bien qu'il a donné naissance à pas mal de mouvements qui ont, dans une certaine mesure, propulsé pas mal des mouvements, on va dire, pour résumer, des mouvements progressistes d'aujourd'hui. Si je prends, par exemple, Averroès au XIIe siècle, oui. il a posé les premières briques de la laïcité d'aujourd'hui en disant c'est pas aux théologiens de gouverner, c'est plutôt aux philosophes. Si on prend par exemple les Mutazilites, c'est un mouvement qui a pensé la révélation divine. Si on prend par exemple les Karmates, c'est un mouvement égalitariste qui a existé dans la civilisation arabo-musulmane pendant des siècles. Moi, dans le roman, c'est un roman anti-orientaliste. C'est une écriture anti-orientaliste. Qu'est-ce que ça veut dire l'orientalisme? L'orientalisme est un concept forgé par le penseur palestinien Saïd Edouard. Il y a, les historiens, les penseurs disent, il y a avant l'orientalisme et après. Lui, il dit, le colonialisme, on nous a forgé une personne, les orientaux, ils sont fait ceci, ils sont faits comme ci, ils sont faits comme ça, ils sont incapables de civilisation, etc. D'où, d'ailleurs, on justifiait à travers ça, par exemple, le choc des civilisations. Or, il n'y a pas de choc des civilisations. Averroès, Ibn Rushd en arabe, a initié la civilisation indirectement. À l'époque d'Averroès, quand on traduisait ses livres en Europe, dans le sombre Moyen-Âge, quand on attrapait quelqu'un avec une œuvre traduite d'Averroès, on le pendait.
Oui. on le menaçait. De même, je parle de cette civilisation qui a exporté la gastronomie, qui a exporté l'astronomie, Oui, qui a oui, exporté oui, il y a tant. la Oui. guitare, la La musique de guitare, Geriab oui. en Andalousie. Oui. Et je dis dans le roman, contrairement à beaucoup de romans qui ont été écrits pour dire non, ils sont arriérés, de toute manière, c'est leur histoire, etc., c'est faux. Les civilisations s'interenrichissent. Averroès, il appartient à toute l'humanité. Les Mille et une nuits, c'est une œuvre qui vient de la civilisation arabo-musulmane. C'est une œuvre qui appartient à toute l'humanité. Stendhal disait, les Mille et une nuits occupent 3/4 de ma tête. Oui. Quand je prends un autre exemple, juste pour finir, par exemple, les mathématiques, la philosophie, j'ai envie de prendre, l'idée m'est venue, l'idée de l'architecture, par exemple, de Cordoue, oui. Oui. l'Alhambra. L'Alhambra, des historiens l'appellent jusqu'à aujourd'hui le bâtiment illogique, le bâtiment qui parle, le bâtiment qui fait de la poésie. C'est la première fois dans l'histoire où on construit des bâtiments comme ça, avec une sorte de continuation de la forêt, avec la forêt ramenée à la maison. Et la Cordoue de l'époque, la ville, le calife à l'époque, qui avait un vizir chrétien, qui avait un chef juif, etc., a utilisé ce bâtiment pour tisser des liens avec le monde. Cette civilisation, je dis dans le roman, je me l'approprie. Elle m'appartient. Parce que les fanatiques d'aujourd'hui, on peut les appeler les islamistes, les tenants de l'islam politique, on peut les appeler comme on veut, mais l'équivalent, les fanatiques de l'époque, ils ont détruit Cordoue. Ils ne croyaient pas à la civilisation matérielle. À Bagdad, il y avait les maisons de la sagesse, Beit el-Hikma, où se rencontraient les philosophes, se rencontraient les penseurs pour débattre. Alors, l'islam qui était la source de toute la diversité possible, de toutes les interprétations possibles, qui était une religion qui enrichit tout le temps, qui était une religion de la foi, de l'intériorité, et devient aujourd'hui un système politique qu'on veut imposer au monde entier. Que dans le livre, à un moment donné, tu dis c'est le système politique basé sur une religion Exactement. du cheveu qui dépasse. Pourquoi je cite le village des musiciens qui a été décimé dans un endroit précis, parce que c'est l'endroit où ils se sont installés après avoir été chassés par les inquisiteurs d'Espagne. Oui. C'est l'endroit où sont installés les musiciens. Les musiciens. C'est un endroit réel. Il n'est pas réel. Disons que c'est fondé, mais basé sur. Je crois avoir saisi un jour un article, je ne me rappelle pas c'est qui l'auteur, j'ai aimé l'idée. Alors j'ai bâti sur cette idée parce que c'est une idée aussi fantasmatique. Alors, les gens qui ont été chassés d'Espagne, ils se sont retrouvés dans cette situation. Et je cite que parmi les gens qui ont été chassés d'Espagne, et parmi ces gens de génération en génération, après qu'on ait disséminé le village, il restait 3 amis, un juif, un chrétien et un musulman. Oui. Les 3, c'est une amitié franche et sincère. Et là, c'est là que je fais allusion à l'allégorie à Nathan le Sage. Oui, à Nathan le Sage. Nathan le Sage, parce qu'il y avait cette possibilité. Mais elle existe toujours, cette possibilité. Oui. Mais quand on voit 2 choses que j'aimerais savoir, plusieurs choses. En fait, on pourrait passer 2 jours ensemble. Mais est-ce qu'il faut résister? Dans le livre, on voit Akal qui veut, quand il se rend compte de la vie dans laquelle qu'on lui offre, où on ne peut rien faire à l'extérieur de chez soi, même chez soi, il faut le faire en secret, il faut garder tout à l'intérieur, on ne peut plus rêver, on ne peut plus être. Il veut résister. Vous savez, il y a un concept à l'intérieur où je dis, je ne m'approprie pas l'idée, quoique moi et un ami philosophe, Alain Kaidi, on en a beaucoup discuté, la sécularité de la vie quotidienne. Ah oui. La vie quoitidienne est séculière. C'est un grand problème. Religieux ou pas religieux, religieux ou pas religieux, hétérosexuel ou homosexuel. Noir ou blanc, même si je n'aime pas ces terminologies, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. Non, parce qu'on n'est ni noir ni blanc. Notre vie est séculière. Nous cherchons le meilleur pour nos enfants.
Nous cherchons les meilleurs moyens, nous essayons de nous approprier les meilleurs outils pour affronter du mieux qu'on puisse la vie. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans une société où on veut imposer une manière de regarder? Alors, qu'est-ce que... Eh bien, il y a une vie parallèle. Il y a une vie, c'est ça, il y a Voilà. une vie parallèle, mais elle est secrète et c'est Exactement. dangereux. Ouais. C'est dangereux parce que si on se fait prendre, on peut subir le procès de l'opinion publique. Exactement. Qui est vraiment Ouais, pas c'est intéressant la non plus. bigoterie. Oui, La bigoterie. la bigoterie. On fait semblant du genre de faire pareil, des genres d'être pareil, identique, de vulgaire. Est-ce qu'on sort avec... Est-ce qu'on dénonce? Les jeunes veulent dénoncer. Le père dit... Ouais. J'ai trouvé tout cet Exactement. échange-là super intéressant. Oui, et... Parce que moi, c'est toujours ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dénonce publiquement ou est-ce que je le fais chez moi? Il dit, continue à garder ta lumière allumée. Quelle que soit la tyrannie. Quelle que soit la tyrannie. Et dans le cas de l'islam politique au pouvoir, les gens continuent d'aimer, les gens continuent de transgresser, oui. les gens continuent de contourner l'interdit. C'est la vie qui est ainsi faite. Et c'est très beau parce que ça se passe dans des maisons. Et la maison et la maisonnée devient très, très importante dans le roman. Les gens entrent, quand on entre dans la maison, ouf, on peut respirer, mais il faut s'assurer qu'il n'y a personne qui voit. Ouais. Et même quand, à un moment donné, il va retrouver le conteur, il va retrouver les artistes. À un certain moment, c'est dans une grotte, c'est même pas dans une maison. C'est une maison, mais c'est dans la terre. Le roman, il commence tout de suite avec l'amputation d'une main d'un enfant qui a été Est-ce que ça se passe pour le vrai? Ça se passe, on va dire l'histoire effective, mais ça se passe dans des pays. En même temps, la lapidation c'est une manière de dire que le fanatisme, il ne vient pas du néant. Non. Il vient d'idées rationalisées qu'il faut déconstruire, qu'il faut combattre. Ça ne vient pas du ciel. Et pour ça, il faut les confronter. Exactement. Et la personne qui devient silencieuse et qui se complaît dans la situation, si on la confronte à autre chose, si on la confronte à son silence, et elle doit prendre parti. L'enfant qui se fait... Parmi les personnages, il y a le docteur qui est un imam, qui a remplacé l'imam Sophie, qui croyait en Zar, le dieu de la pluie, et qui intégrait la croyance dans les mœurs et coutumes de la société. Mais il y a aussi le calife. Le calife, je ne le décris pas comme un diable. Il n'y a pas de diable. Non. Il n'y a pas d'ange non plus. Non. Je le décris comme un être humain, tiraillé, entre plusieurs contradictions. Oui, il est tiraillé. Qui se pose la question, est-ce que il doit intimer l'ordre de pendre l'imam apostasié aux mains duquel il a bu de l'eau fraîche de la fontaine lorsqu'il était jeune. Et lui, même s'il est au pouvoir, même si il est en quelque sorte, on va dire, il a un grand pouvoir dans l'État théocratique, il se pose la question, est-ce que nous ne sommes pas en train de pervertir le message premier divin? Est-ce que nous ne sommes pas en train de faire en vérité ce que font tous les autres corrompus qui étaient à la tête du pouvoir? Est-ce que c'est lui aussi, après qu'on a pendu l'imam, c'est l'imam qu'on a pendu, et qui retourne à la maison et qui entend ses enfants chanter la chanson? C'est un inspecteur qui avait l'audace et l'art de traquer les gens, les pêcheurs, on va dire, tout court. Mais, justement, ce qu'il interdit publiquement, quand il arrive à la maison et qu'il entend ses enfants chanter la chanson d'Azar, il sourit. Il est inconsciemment heureux parce que la chose vient le chercher. Parce que finalement, c'est une petite chansonnette qui est transmise de génération en génération. C'est très touchant, cette petite phrase, ce petit épisode-là. Puis comme parent aussi. En même temps, je fais appel à son humanité. Je veux dire, avant qu'il soit un inspecteur, c'est un papa attentionné. Oui, on va aller à la pause, on revient tout de suite.
La République de l'Abîme a été lancée il y a quelques jours ici à Ottawa. On enregistre le 27 octobre et ça a été lancé, quoi, mi-octobre? Oui, c'est à la mi-octobre. Mais c'est disponible sur le site web de la Maison des éditions de l'Interligne Et sur toutes les librairies francophones. et dans toutes les librairies francophones, bien sûr, mais si on est à l'extérieur du pays, vous pouvez commander en écrivant aux éditions de l'Interligne. Euh, bien sûr, la femme est au cœur. La femme est encore celle qui porte le message, celle où l'on crée, qui tient les morceaux ensemble. Il y a plusieurs femmes Oui. qui traversent l'histoire. Il y a la femme fatale, la femme féconde et la femme âme sœur. Il y a de toutes les femmes Oui, qui oui. puissent incarner Et elles une sont société. très belles. Les Il y a la femmes. mère. La mère, d'ailleurs, c'est un chant que me chantait ma mère, la chanson de la calebasse. Ah oui, Oui, la calebasse pour le petit lait Oui. qui partait et revenait comme un pendule d'horloge. J'ai trouvé ça fantastique depuis que j'étais enfant. Et à un certain moment, je me rappelle, en écrivant... Vous savez, La République de l'Abîme, en vérité, c'est mon premier roman. Sauf que j'ai publié La Coureuse des Vents avant. Et un jour, j'ai dit, c'est une magnifique idée. Donc, et la chanson, quand il l'a chantée, quand nos mamans, nos grand-mères la chantaient, c'est un prétexte pour visiter les annales. Il y a les femmes mamans qui militent pour qu'ils aient le droit à un minimum de dignité, un minimum de respect, ne serait-ce que revenir à une conditionnalité d'il y a une vingtaine d'années. Mais il y a des femmes aussi qui... Il y a une femme fatale Oui. qui pense appartenir, ne serait-ce qu'un petit peu, et qui vit une relation pécheresse avec une relation adultérine. Mais c'est une veuve, qui est beaucoup plus âgée Oui. que le jeune Akal. Mais c'est une très belle relation. Exactement, qui encourt le risque quotidien d'être lapidée. Oui. Elle est pécheresse aux yeux de Exactement. la théocratie. Mais oui. Elle n'est pas pécheresse aux yeux de l'humain. Vous savez, déjà quand on pense au péché lui-même, c'est un concept religieux. C'est un concept religieux. Et dans notre vie quotidienne, un concept de contrôle. Lorsqu'on approche les choses, on les approche avec des concepts qui nous viennent du passé. Oui. Que ce soit l'os, que ce soit la jambe, que ce soit, etc. Généralement, il y a une connotation puissante, que ce soit de religion ou de je ne sais quoi. Il y a la femme, Natasha Mlalt, qui est une grand-mère, qui était jadis journaliste, et qui est une conteuse, qui est une femme qui est surveillée par l'État théocratique parce que on la sait quelque part incapable d'être acquise à cette idéologie, et qui raconte des histoires et qui essaye de faire rencontrer les gens autour de nouvelles idées. Donc, de miette en miette, on essaye d'amasser, de ramasser les miettes du rêve qui a été brisé par l'État théocratique. Mais on ne pourra jamais tuer l'âme de l'être, l'intériorité, l'intérieur. Les jeunes cherchent une clé. Au début, ils cherchent une clé. Et tout le long du roman, on se demande c'est quoi cette clé. C'est quoi cette clé? Et la clé... Vas-y. Et la clé, comme dit... et la clé est dans la recherche permanente. Elle est dans parce que on ne dira pas c'est quoi la vraie clé. Parce qu'au final... Est-ce qu'il y en a une clé? Oui, il n'y a pas de... Au final, il n'y a pas de clé. La clé, c'est la recherche quotidienne. C'est la remise en question permanente. C'est ça, c'est Regardez Akal quand il prend conscience qu'il n'a plus rien à faire dans un tel état et qu'il est engagé dans un processus de construction, soi-disant, d'une utopie citoyenne qui va destituer l'État théocratique par les armes. Il prend soudainement conscience que la violence n'a jamais été une réponse à la violence. Il prend soudainement conscience que les faiseurs de guerre ne peuvent pas faire la paix. Et je cite justement à titre d'exemple le cas de Winston Churchill. Oui, puis je trouve ça merveilleux. Je pense que le roman finit avec ça. De Winston Churchill qui a été... un des plus grands stratèges de l'histoire. Et qui a été battu à plate couture au lendemain de la fin de... Il croyait que c'était évident parce qu'il a fait ceci, il a fait cela. Il a remporté la Deuxième Guerre mondiale. Parleront pour lui. Il a été battu. Les Anglais lui ont dit simplement, les gens qui font la guerre ne peuvent pas faire la paix.
Donc, on lui a dit, c'est parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a un fameux discours, d'ailleurs, c'est l'un des rares politiciens qui a obtenu un prix Nobel de littérature pour ses discours. Oui, oui, pour ces discours. Je n'ai rien à vous offrir à part la guerre, à part le sang, quelque chose du C'est genre. ça, oui. Eh bien, on lui dit, on lui a signifié, si tu offrais le sang, la mort en temps de guerre, Le peuple sang, la maintenant... peine, les larmes et la sueur. Oui, maintenant, on a besoin d'utopie. Oui. On a besoin de Oui, rêve. On oui, a oui. besoin d'aspirer au Oui. meilleur. Est-ce que, quand tu regardes l'état du monde dans lequel on vit, puis on va sortir du roman un peu pour revenir, je ne sais pas si tu vas vouloir en parler, Louenas, mais bien sûr, on reconnaît plein de choses qui se passent, pas seulement dans les pays, dans les États islamistes ou islamiques, ou qu'on lui donnera tous les noms qu'on veut, mais dans les pays de l'Occident aussi. On regarde aux États-Unis qu'est-ce qui se passe présentement. On regarde dans certains pays d'Europe ce qui se passe présentement. Ce désir de se retourner vers soi et de mettre un cadre, comment on est supposé d'être. Si on n'est pas comme ça, on n'est pas correct. L'une des tragédies qui se passe actuellement en Orient, c'est que toutes les minorités sont en train de disparaître. Parce qu'il y a une vérité qui s'impose par tous les moyens. Qui n'est pas nécessairement une par vérité. tous les moyens, et qui a les outils et les moyens, aussi bien de l'argent, etc., pour imposer ses idées. Et en Occident, qu'est-ce qui se passe? La même chose. Avec cette conception de la religion belliqueuse, on se recroqueville sur soi-même. Et c'est le retour de tous les populismes. Ben oui, c'est le retour de... C'est la faute à l'autre. C'est la l'autre faute à qui l'autre. nous arrive L'autre d'ailleurs, qui est avec différent de son moi, lot ouais. belliqueux de préjugés, etc. Et la haine pousse à la haine. Oui. Regardez actuellement... On par a exemple, banalisé la haine, finalement. Regardez actuellement la théorie des chocs des civilisations qui au fond... qui n'est même pas une théorie extrêmement bien bâtie, qui au fond nous dit les civilisations ne s'entrechoquent pas. Les gens parlent de plus en plus, on voit sur des plateaux des philosophes, des politiciens parler des chocs des civilisations. On ne peut pas s'entendre avec eux, on ne peut pas ceci. Ce n'est pas vrai. Vous prenez Mais il faut une certaine volonté. votre papa, votre maman, vous les faites rencontrer avec ma maman et mon papa, avec n'importe qui soit d'Égypte, d'Afghanistan, etc. Ils vont s'entendre à merveille. Ça veut dire qu'il y a un lien humain, il y a une humanité qui est interconnectée. C'est ça. Ceux qui s'entrechoquent, ce sont les fanatiques. Les fanatiques veulent leur tribu à eux, leur espace à eux. Les uns veulent mondialiser leur vérité. Les autres veulent s'approprier toutes les richesses du monde. Mais au fond, les civilisations, nous apportons les uns aux autres des petites choses. Et Oui. nous grandissons à travers ça. Au fond, l'être humain, peu importe où on est, nos habitudes, nos façons de vivre, nos traditions peuvent être dictées par une géographie, par une expérience. Mais notre humanité, elle est la même. Exactement. Mais ça, on oublie ça. On ne veut pas On parce oublie- qu'on pense, on on vit trop oublie- à l'extérieur de soi. On oublie qu'au départ, on habitait tous le même continent. Oui. J'explique souvent à mes enfants, à mes élèves, À tes élèves. qu'il n'y a pas de noir, qu'il n'y a pas de blanc, qu'il n'y a Non. pas de jaune, Non. qu'il n'y a pas ceci. C'est une question géographique. Ah. Vous prenez n'importe quel être humain, vous le faites habiter au nord pendant Il va des venir millions blanc. d'années, ça va avoir tendance à blanchir. De même, vous prenez quelqu'un, vous le mettez au Sahara, bien sûr, pour qu'il se défende, il y a un processus évolutif qui va s'enclencher. Ouais. Il va Alors, avoir une tu sais, peau de plus en tout plus. Ce mythe des races qui est un mythe, je ne dirais pas un mythe parce qu'un mythe, ça peut être vrai. C'est une fausseté, c'est une fausse croyance. Écoute, c'est un grand plaisir, encore une fois, de t'avoir reçu. Ça a été un entretien absolument très lumineux. Merci beaucoup. Je souhaite longue vie à la République de l'Abîme. Est-ce qu'il y a un autre livre qui s'en vient? Vous savez, c'est une machine. Machine à écrire? Non, c'est pas ça ce que je veux dire. C'est une chose en chasse une autre. Oui, oui. Vous savez, même avant La Coureuse des Vents, j'avais déjà au moins 4 manuscrits, on va dire. Donc, ils attendent leur tour. Et puis, comme je vous avais déjà dit, en attendant leur tour, ils mûrissent.
ils se remettent en cause, Oui. Ils s'enrichissent des rencontres Font des fleurs. quotidiennes. Oui, si j'avais publié, je me dis merci quelque part, je dis merci Dieu quelque part, le temps pour, que la République de la Bible soit publiée après. Ah, le temps, il est parfait. Exact. Merci beaucoup, Louis-Nas. Merci à vous. Et longue vie à toi et à tes romans et à la famille. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Je vous encourage à lire La République de la Bible et La Coureuse des vents. Je vous souhaite une belle fin de semaine puis je vous souhaite tout l'amour du monde. Merci.